par les guerres comme les révolutions, est aujourd'hui en ruine. En ce 15 avril 2019, ce lieu chargé d'histoire devient la proie des flammes sous les yeux du monde entier. On voyait cet épais panache de fumée jaunâtre monter dans le ciel. C'était terrifiant. C'était un spectacle qui avait tout de l'enfer. Une vague de solidarité et de désolation se manifeste aux quatre coins du monde. L'opinion est unanime. Cette merveille doit renaître de ses cendres. Il faut la reconstruire. Mais comment ? J'aimerais qu'elle puisse être restaurée. Je ne serais pas opposé à une structure en titane radicalement nouvelle. Face aux ruines de cette cathédrale historique, les regards se tournent vers l'avenir et les choix à faire pour que sa renaissance endure un nouveau millénaire. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Les Français sont opposés à l'idée que le projet de reconstruction de Notre-Dame puisse comporter une part d'innovation. La majorité d'entre eux souhaitent que la cathédrale soit rebâtie en tout point à l'identique. C'est la querelle des anciens et des modernes. Aucun monument ne peut susciter un émerveillement tel que celui qui vous saisit quand vous entrez dans Notre-Dame. Il semble presque inconcevable que de simples mortels aient pu bâtir un tel lieu. Pour le meilleur et pour le pire, nous allons affronter tête baissée cette controverse brûlante et tenter d'imaginer ce que sera l'avenir de Notre-Dame. Nous revisitons le site de construction de l'une des plus remarquables merveilles au monde et nous voulons tout savoir. Quelle serait la durée du chantier? Combien coûterait-il? Quelle main-d'œuvre serait nécessaire? Et serait-il possible de l'édifier de nouveau si c'était à refaire? Paris. Ville lumière, mais aussi cité de l'amour. C'est la capitale la plus visitée au monde. Et au nombre de ses monuments les plus emblématiques et les plus populaires, il y a la cathédrale Notre-Dame. Cette église catholique a été bâtie en l'honneur de la Vierge Marie et sa construction a démarré en l'an 1163. Il aura fallu près de 200 ans pour qu'elle soit achevée. Et moins de 24 heures pour qu'elle soit détruite. Quand le feu a gagné la flèche, la détresse a été palpable. J'ai vu des gens les mains sur le visage en train de pleurer. Les bateaux-mouches chargés de touristes qui font d'habitude le tour de la cathédrale s'étaient immobilisés sur la scène face au spectacle. Au milieu de la nuit, on ne savait toujours pas si Notre-Dame s'en tirerait. La perte d'un tel joyau de l'histoire française est insoutenable. La seule chose à laquelle on puisse comparer cet événement, c'est le 11 septembre. Là aussi, un édifice auquel on se sentait attaché est devenu la proie des flammes. Bien entendu, on ne peut que se réjouir qu'il n'y ait pas eu de victimes à déplorer dans l'incendie de Notre-Dame. Cela dit, j'avais le cœur gros de voir ce monument détruit ainsi. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. J'ai reçu une quantité invraisemblable de messages de gens qui étaient persuadés que ce n'était pas possible, que c'était une fausse nouvelle. L'effondrement de la flèche a meurtri à la fois les Parisiens, la nation française et le reste du monde. Au moment où la flèche s'est mise à pencher, j'ai entendu des cris étouffés autour de moi. Avant même que les braises n'aient refroidi, des équipes d'intervention ont bravé le feu pour sauver ce qui pouvait l'être. Voici les toutes premières images des survivants de l'incendie de Notre-Dame. Des statues de saints alignées comme les victimes d'un drame. J'ai perdu 10 ans de ma vie. Nous allons tâcher de comprendre comment Paris et le monde peuvent rebâtir ce monument. Le débat est ouvert. Faut-il restaurer cette légende telle qu'elle était ou choisir l'innovation ? Il faut la rebâtir avec des critères architecturaux qui soient en phase avec le goût du jour. J'espère que ce sera traditionnel. Comment concevoir une structure dont l'aura serait à même de rivaliser avec les aspirations des bâtisseurs de cette cathédrale? Si ce qui est refait est trop contemporain, cela risquerait de distraire les visiteurs. Une seule chose met tout le monde d'accord. Cette majestueuse cathédrale doit être sauvée. C'était le premier édifice gothique en Europe du Nord à dépasser les 30 mètres de hauteur. Ces bâtisseurs ont repoussé les limites technologiques de leur temps. Notre-Dame était la première structure utilisant des méthodes ultramodernes pour atteindre une hauteur et des volumes intérieurs d'une ampleur inégalée.
À l'époque de sa construction, elle domine l'horizon parisien et restera 600 ans durant le plus haut édifice de la capitale. Aussi large qu'un terrain de football, elle est surmontée de 2 tours dont les beffrois abritent un total de 10 cloches. Quant à la flèche, son sommet culmine à la même hauteur que la Statue de la Liberté. Quand elle a été bâtie, cette cathédrale était un formidable emblème de l'emprise de l'Église chrétienne sur l'Europe médiévale. La plupart des visiteurs de Notre-Dame étaient alors illettrés et la cathédrale leur donnait à voir une représentation du monde qu'ils pouvaient visualiser. Par le biais des scènes couvrant sa façade, ils avaient accès à l'histoire de la Bible, la réalité médiévale. De nos jours, la plupart des Parisiens ne fréquentent plus les églises, mais celle-ci a gardé une place importante dans leur cœur. C'est davantage une œuvre sculpturale qu'un édifice à finalité religieuse. Son importance dépasse le cadre de la ville de Paris ou de l'architecture gothique. Elle est précieuse aux yeux du monde entier. Un grand nombre de gens ont besoin que Notre-Dame soit présente alors même qu'ils ne s'y rendent pas. Tout comme nous avons besoin de savoir que nos proches sont en vie parce qu'une partie de ce que nous sommes vit en eux. La cathédrale de Notre-Dame est devenue un symbole du génie et de la résilience de la nation française. Elle avait jusque-là échappé à toutes les catastrophes et à tous les ravages. Elle avait résisté aux changements politiques les plus radicaux. C'est tout de même dans Notre-Dame que Napoléon s'est lui-même sacré empereur. On pourrait croire que Notre-Dame est située en bord de Seine, mais elle se dresse en fait au milieu du fleuve sur l'île de la Cité. Siècle après siècle, les croyants animés du désir de ranimer l'ardeur de leur foi chrétienne se sont succédés à Notre-Dame. Et leur pèlerinage les a conduits jusqu'ici, sur cette île au milieu de la Seine, où ils sont venus admirer la magnificence de ce formidable vaisseau de pierre. De loin, elle a l'air d'un navire avec ses rangées de rames de part et d'autre qui semblent plonger dans la Seine et sa proue arrondie qui s'avance. Et puis on découvre sa dentelle de pierre, ses pinacles et ses gargouilles. La cathédrale règne sur la Seine depuis maintenant près d'un millénaire. Sa silhouette est aussi essentielle à la physionomie du panorama parisien que l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Aussitôt après l'incendie, l'exécutif français a lancé l'idée d'un concours international d'architecture destiné à remplacer sa toiture et sa flèche emportées par les flammes. Les esprits les plus aiguisés de la planète se sont aussitôt mis à imaginer comment donner une nouvelle vie à Notre-Dame. Je ne serais pas opposé à une structure en titane radicalement nouvelle, dont la conception serait envisagée dans une perspective contemporaine. On ferait ainsi le lien entre ce patrimoine médiéval et les attentes du public d'aujourd'hui, afin que la cathédrale redevienne un lieu d'affluence. Mon approche a consisté à figer dans le temps ce moment de l'histoire de Notre-Dame. J'ai voulu jouer avec une représentation du feu qui le renvoie à l'élément catastrophique qu'il est par essence. Dans le domaine de la construction, tout est possible pourvu qu'on dispose des ressources nécessaires. Autrement dit, de suffisamment d'argent et d'une expertise à la hauteur. Bien sûr, il serait possible de reconstruire à neuf, mais est-ce souhaitable? Autant le dire franchement. Ce concours pour remplacer la flèche et la toiture n'est pas du goût de tout le monde. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je considère que l'idée de lancer un concours était un non-sens. À commencer par le fait que le gouvernement français va se retrouver associé bon gré mal gré à une image et à un produit qui auront été imaginés par un cabinet d'architecture international dont le projet aura été validé sans avoir été soumis à l'approbation d'une consultation populaire. Le président Macron souhaite même que la cathédrale rouvre ses portes d'ici 5 ans, à temps pour les Jeux Olympiques de Paris. Macron voudrait faire tout de suite et finir le chantier en 5 ans. Mais la réalité est plus complexe. Les Français sont opposés à l'idée que le projet de reconstruction de Notre-Dame puisse comporter une part d'innovation. La majorité d'entre eux souhaitent que la cathédrale soit rebâtie en tout point à l'identique. L'incendie à peine éteint, les esprits s'échauffent et la controverse s'embrase. Je ne comprends pas la raison d'être de ce débat que le président a mis sur la table de manière inconsidérée. Les avis sont si partagés quant à l'aspect à donner à la nouvelle Notre-Dame que nous allons aborder la question sous les 2 angles, restauration ou bien réinvention.
Mais rebâtir une cathédrale en bonne et due forme promet de ne pas être une partie de plaisir. Travailler la pierre à l'ancienne relève de la gageure. Il suffit de demander ce qu'en pense l'architecte chargé de préserver l'un des plus vieux séminaires américains. Regardez là-haut toute la suie et la sève présentes à la surface de ces poutres. C'est de cet endroit que l'incendie est parti. Et où trouver le bois nécessaire pour restaurer la charpente d'origine? La charpente en bois de Notre-Dame, qui a malheureusement disparu dans l'incendie, constituait en elle-même un trésor architectural d'une valeur inestimable et aujourd'hui perdu à jamais. La charpente de la nef principale était constituée d'arbres de l'époque médiévale et qui étaient vieux pour certains de 800 ans. Si nous décidons d'employer des matériaux neufs, seront-ils assez résistants pour supporter le passage du temps? Et dispose-t-on d'une main-d'œuvre ayant le savoir-faire qu'exige un tel chantier? Les techniques auxquelles il faut recourir pour reconstituer le système d'assemblage traditionnel d'une charpente en bois s'inscrivent dans un savoir-faire qui n'est quasiment plus transmis. Même en réunissant la main-d'œuvre et les matériaux dont nous aurions besoin, saurait-on rendre sa beauté à Notre-Dame? Peut-on même surpasser sa beauté séculaire, comme le veut le président de la République? Mais de quelle beauté parle-t-on vraiment? Aucun monument ne peut susciter un émerveillement tel que celui qui vous saisit quand vous entrez dans Notre-Dame. C'est un spectacle qui vous laisse le souffle coupé, au point qu'il semble presque inconcevable que de simples mortels aient pu bâtir un tel lieu. De simples mortels peuvent-ils réaliser une merveille de cet ordre en l'espace de 5 ans? Les cathédrales de ce genre n'ont pas été bâties en une année, ni même en 10 ans. Leur construction s'est souvent étalée sur un siècle, voire plus. Et quoi qu'on décide de faire, le projet sera sans nul doute descendu en flèche. Quand la tour Eiffel a été achevée, nombreux ont été ceux qui y ont vu une abomination. Serait-il possible de lever des fonds pour refaire un toit qui n'emporterait pas l'adhésion du public? De nombreux hommes d'affaires français ainsi que de nombreuses sociétés hexagonales ont fait des promesses de dons. Mais personne n'a pour le moment versé la moindre somme. Chacun attend de savoir à quoi va ressembler le projet retenu. Il est temps de prendre un peu de hauteur pour faire le bilan des structures, des matériaux et de la main-d'œuvre nécessaires à la reconstruction de Notre-Dame. De quoi aurait-on besoin pour rebâtir la cathédrale parisienne? Et comment allons-nous nous y prendre? L'incendie a gravement endommagé la charpente et entraîné la chute de la flèche, haute comme un immeuble de 26 étages. Les travaux de restauration en cours dans Notre-Dame au moment où le feu s'est déclaré sont presque à coup sûr liés au drame, même s'il est possible que les causes exactes ne soient jamais élucidées. Ce vénérable édifice, qui avait survécu à 2 guerres mondiales et à la Révolution française, aura été victime de la conception de sa charpente en bois. L'erreur commise par les instances en charge de la conservation de la cathédrale a été de considérer que les poutres étaient si massives qu'elles ne pourraient brûler que lentement et que tout départ d'incendie pourrait être maîtrisé. Qu'on y voit ou non une intervention divine, une partie des précieuses sculptures du 19e siècle ornant Notre-Dame avait été sortie de la cathédrale la veille de l'incendie. Des ouvriers ont extrait les statues restantes des décombres calcinés de la cathédrale. Ils ont risqué leur vie pour les sauver, alors que les murs de pierre pouvaient s'effondrer sur eux à tout moment. C'est ce qu'on appelle le dépôt lapidaire. C'est là que toutes les pierres qu'on a sorties de la cathédrale, on les a numérotées. C'est un véritable travail de laboratoire et d'archéologie. Chaque palette, chaque morceau a un numéro. Et il est absolument interdit de bouger, de toucher et de changer ces éléments-là. Chaque bois a aussi son étiquette en fonction de la position qui a été reprise précisément. Le premier travail qu'on a eu a été de sécuriser les pignons. On avait le feu qui a brûlé terriblement les pierres. Et ces pierres-là commençaient réellement à partir, à s'effriter. Elles avaient eu trop chaud et il y avait réellement danger. Donc la décision a été prise de les déposer. C'est la première fois qu'une équipe documentaire est autorisée à accéder au sanctuaire des statues, dont certaines sont emmaillotées comme des pharaons de l'Antiquité. C'est comme quand vous avez un bras qui est cassé, qu'est-ce qu'on fait?
on repositionne avant et on met à mettre des armatures. Et ensuite, on est arrivé à déposer tous les éléments sans les casser. Le plus difficile à retirer, c'est la première qui était sur le pignon nord. J'ai perdu 10 ans de ma vie. Au lendemain de l'incendie, le site a été nettoyé. Les décombres de pierre et de bois calcinés ont été sortis de la cathédrale et les pièces importantes susceptibles d'être réintégrées à la reconstruction ont été sauvées. Parmi ces pièces, il y a notamment des pierres provenant de voûtes et de croisées d'ogives qui, bien que brisées, sont susceptibles d'être reconstituées et incorporées aux ouvrages restaurés. Là, on a pu se rendre compte de la fissuration de la pierre. Là, c'est ce qu'on appelle la rubalise, c'est-à-dire qu'on a de la pierre, comme ici, qui a chauffé, c'est qu'elle a pris le feu. Les pierres seront examinées pour établir si elles n'ont pas été trop fragilisées par l'incendie pour resservir. Et l'objectif, c'est de remettre le plus possible d'éléments anciens, parce qu'en monument historique en France, on se resserre de tout ce qu'on peut se resservir. Et on ne fait pas du neuf, parce que si on fait du neuf, c'est plus un monument historique. Les équipes françaises sur le terrain ont risqué leur vie pour sauver Notre-Dame. Mais comment expliquer la passion ardente que suscite cette vieille cathédrale? Elle est comme une vieille amie, toujours à nos côtés. On se souvient de la première fois qu'on l'a vue. Partout dans le monde, les regards se sont tournés vers elle. Les gens ont eu les larmes aux yeux. Ils se sont sentis investis d'une certaine responsabilité. Il était de leur devoir à tous d'assurer la continuité de ce qu'elle incarne. Dans tous les pays, les messages ont fusé et l'attention s'est focalisée sur Paris. Chacun se rappelle où il était quand Notre-Dame a brûlé. Par une étrange coïncidence, comme il en arrive parfois, je me trouvais à Paris le jour de l'incendie. Et il se trouve que j'ai dit à ma femme Nina, si nous marchions jusqu'à Notre-Dame, je n'y suis pas retourné depuis un moment. Sur place, j'ai eu envie d'en faire un croquis. Alors je me suis installé face à la cathédrale et je l'ai dessiné durant plusieurs heures. Ensuite, je suis parti pour Londres et c'est à mon arrivée que le feu s'est déclaré à Notre-Dame. J'étais ici même, au laboratoire des techniques de conservation. Je donnais un cours et l'un de mes étudiants s'est mis à pleurer. La flèche qui surmontait le toit de Notre-Dame a laissé un vide béant quand elle s'est effondrée. Sa silhouette était un élément essentiel de l'identité du panorama parisien. À présent que le mal est fait, il s'agit de se tourner vers l'avenir et d'imaginer la Notre-Dame de demain. Mais à quoi ressemblera-t-elle? Qu'attend-on de Notre-Dame? Je pense que c'est la première question à se poser. Notre mission va consister à rebâtir une cathédrale susceptible de servir de lieu de culte, tout en étant capable d'accueillir 13 millions de visiteurs par an. Elle devra résister au passage des siècles, susciter l'engouement du plus grand nombre et combler le vide que l'incendie de Notre-Dame a laissé en plein cœur de Paris. Ce triple objectif va guider chacun de nos choix au fil de l'élaboration de ce projet. Où allons-nous la construire? À quoi ressemblera-t-elle? Quels matériaux allons-nous employer? Combien de personnes faudra-t-il? Et pour finir, combien de temps et combien d'argent le chantier va-t-il coûter? La première question est simple. L'emplacement de la cathédrale tient de l'évidence. Pour commencer, elle est située sur un terrain d'une valeur inestimable. Notre-Dame fait partie d'un site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité qui englobe les rives de la Seine, de l'île de la Cité à la Tour Eiffel. Ce site comprend en son sein l'ensemble des édifices associés au bord de Seine parisien, c'est-à-dire à la zone qui était autrefois le centre économique médiéval de la capitale française. La cathédrale est un monument essentiel de ce site de l'UNESCO, qui est même davantage qu'un simple site, puisque l'ensemble de ce quartier historique est classé au patrimoine mondial. Notre-Dame n'est pas le premier lieu saint bâti à cet endroit. 4 églises s'y sont succédées avant elle. À la place de Notre-Dame, il y avait une imposante basilique. Avant encore se dressait à sa place un temple en l'honneur de Jupiter, le roi du Panthéon romain. Dans ces conditions, rien de plus logique que de laisser Notre-Dame à son emplacement actuel. Mais un chantier entrepris tout à la fois sur le site d'une catastrophe et dans un lieu sacré ne peut qu'être scruté sous toutes les coutures. L'architecte Daniel Libeskind sait très bien ce que cela veut dire.
C'est lui qui a imaginé et conçu le mémorial bâti à Ground Zero après le 11 septembre. On peut faire un parallèle entre le chantier du nouveau World Trade Center de New York, dont j'ai dessiné les plans, et le projet qui entoure Notre-Dame. On ne s'en souvient plus forcément aujourd'hui, mais de nombreux New-Yorkais ont d'abord considéré que toute reconstruction était impensable à Ground Zero, qu'il fallait se laisser au moins 20 ou 30 ans pour réfléchir à ce qu'il convenait de faire de cet espace devenu vacant. Ils ne voulaient rien construire, ils préféraient laisser du temps au temps, faute de pouvoir trancher. Moi, je n'étais pas de cet avis. Comme une majorité de gens, je considérais au contraire qu'on ne pouvait pas se permettre de conserver un champ de ruines en plein cœur de Lower Manhattan. Il fallait une idée constructive pour redonner vie au site et à la ville entière. Le projet gagnant de Libeskind s'intitule Memory Foundations, les fondations de la mémoire. Il comprend 2 imposants bassins carrés où l'eau s'écoule vers les profondeurs de la Terre. Mais la réalisation architecturale la plus emblématique de la vision de Libeskind, c'est le One World Trade Center. Doté d'une structure en acier de 40 000 tonnes, ce gratte-ciel compte 103 étages. La flèche qui le surmonte s'élève à 1776 pieds au-dessus du sol. 1776 comme la date de la déclaration d'indépendance américaine, le premier document au monde consacré aux droits de l'homme. Quand les gens verront cette tour, ce chiffre ne les frappera peut-être pas, mais quand ils se demanderont pourquoi elle fait 1776 pieds de haut, ils découvriront que sa hauteur a un sens. Même si d'autres gratte-ciel la dépassent, ils ne surpasseront pas le sens de cette hauteur. Et le symbolisme qu'elle revêt est très important. L'enjeu était de taille. Il était impensable qu'en plein cœur de New York, le site le plus marquant de la ville reste associé dans l'esprit des gens à un espace de souffrance. Il fallait donner de l'espoir aux générations futures, exprimer le fait que la vie reprend plus puissante que jamais. Pour Libeskind, une nouvelle Notre-Dame aiderait les Parisiens à surmonter le drame. Les cathédrales médiévales sont une prolongation directe de l'esprit humain, qui est plus fort que l'acier, plus fort que le béton. Elles sont nées de la soif d'absolu des hommes, de leur désir d'atteindre Dieu. Comment pourrait-on les reconstruire aujourd'hui? Il a fallu des siècles pour les bâtir. Nous savons que le chantier se fera sur le site sacré d'origine. Et le projet retenu devra refléter un consensus populaire à l'égard de Notre-Dame et de la ville de Paris, faute de quoi le résultat sera perçu comme un blasphème. Ce qui nous amène à la question la plus épineuse. À quoi ressemblerait la cathédrale si c'était à refaire? Nous imaginons une nouvelle structure qui s'élèvera sur les cendres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le concours d'architecture annoncé par Emmanuel Macron a suscité une avalanche de propositions. Voyons ce qu'on en pense dans les rues de Paris. Ça ne me plaît pas. Ce monument a une histoire. Je suis très attaché à l'aspect traditionnel qu'il avait jusqu'ici. Je trouve qu'il y a déjà assez de jardins et de promenades dans Paris. Inutile d'en rajouter. L'intérêt d'une galerie sur le toit, ce serait d'admirer la vue. Mais si Notre-Dame est absente du décor, je ne vois pas l'intérêt. D'accord. Ah non, ça je n'aime pas. L'idée, ce serait de transformer l'incendie en œuvre d'art. Je n'ai pas très envie de revoir Notre-Dame en flammes. C'est vrai ou c'est une blague? Je trouve que ce projet-là nous fait penser un peu à la pyramide du Louvre avec ses triangles. Ça pourrait être un peu plus original en fait. Donc je pense que c'est intéressant, mais il faut peut-être continuer à chercher. Nous savons déjà que ce joyau gothique de la capitale devra rester là où il est. Mais il faut encore définir quel aspect aura le projet de reconstruction. Et ce gothique-là n'a rien à voir avec les tenues sombres et les piercings. Notre nouvelle cathédrale devra reprendre les traits marquants de l'architecture gothique. Avant l'apparition de ce style, le monde médiéval n'avait jamais rien vu de tel. Une théorie bien connue suggère que les révolutions scientifiques ne se font pas petit à petit au gré d'une accumulation de changements imperceptibles. Il y a parfois des moments où la technologie fait de grands bonds en avant, et Notre-Dame de Paris en est un bon exemple. À ce jour, Notre-Dame reste le chef-d'œuvre absolu de l'architecture gothique. Pour les historiens de l'architecture moderne, dont je fais partie, le style gothique se distingue par un certain nombre de principes, tels que la grande légèreté des structures et la finesse des murs d'appui des croisées d'ogives, dont les voûtes sont parcourues de fines nervures de pierre.
N'oublions pas l'élément architectural le plus emblématique entre tous des cathédrales gothiques. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien sûr de ces fameux contreforts en arc-boutant. Un contrefort simple se présente comme ceci, un moyen basique mais efficace de soutenir un mur. Mais un contrefort en arc-boutant s'élève à grande distance du sol pour contenir les effets de la poussée exercée vers l'extérieur par les hauts murs de la cathédrale. Les forces latérales sont ainsi redirigées vers le sol par ses voûtes et ses étais en arche. Il faut imaginer un édifice dont les muscles et la superstructure située à l'extérieur dégagent au maximum l'espace intérieur, où ne subsistent que de fines colonnes et de larges vitraux inondant la nef de lumière. L'objectif premier des architectes gothiques n'est pas de construire léger, mais de construire haut. Les projets entrepris obéissaient à une véritable surenchère. C'était à qui construirait la plus haute cathédrale et la plus haute nef, à qui aurait les vitraux les plus beaux. Pour bâtir une cathédrale gothique, des équipes de maçons indépendantes se consacraient en parallèle à des sections différentes du chantier, si bien que tel pan de mur s'élevait en même temps que tel contrefort qui lui faisait face. Ces groupes d'artisans qui s'affairaient autour d'une même cathédrale en construction devaient ressembler à des fourmis. Alors que le toit brûlé de Notre-Dame repose sous ce qui ressemble à une immense compresse médicale, nous pouvons avoir une idée de son apparence avant l'incendie en observant une version miniature de la célèbre cathédrale. Alors, on se trouve aujourd'hui devant la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. Elle a été construite au milieu du XIIe siècle. Notre-Dame de Mantes-la-Jolie est située dans les Yvelines, dans l'ouest de la région parisienne. Comme la cathédrale dont elle est la copie, elle se dresse en bord de Seine. Alors on se trouve ici à l'intérieur de la collégiale Notre-Dame, une des plus anciennes églises gothiques en France et en Île-de-France. Ce qu'elle a aussi d'intéressant, c'est qu'elle ressemble beaucoup à la cathédrale Notre-Dame de Paris. On le voit notamment avec les triplés ouvrant sur la nef et les grandes fenêtres rondes qu'il y a dans les tribunes. Ce que l'on peut voir au-dessus de nous, ce sont ces très belles voûtes sexpartites, une des caractéristiques de la première architecture gothique. L'un des traits emblématiques de l'architecture gothique est la mise en valeur de la lumière. Alors ici, on a la chance d'être au plus près des vitraux. Une des caractéristiques de l'architecture gothique, c'est la lumière. Dieu est lumière. Pour éclairer l'édifice et l'embellir, on va utiliser les vitraux, comme on le voit ici dans cette belle rose sur la façade occidentale, qui reprend le thème du jugement dernier, une chose importante pour les chrétiens. Les vitraux et les autres œuvres artistiques présentes dans les églises gothiques sont parfois surnommées « Bibles du pauvre », car leurs ornements décoratifs avaient pour but de familiariser le peuple essentiellement illettré de l'ère médiévale aux différents épisodes bibliques. Et bien sûr, il y a les gargouilles. Elles ne servaient pas seulement à susciter la frayeur des visiteurs et des pigeons en quête d'un perchoir. Elles revêtaient une fonction plus pratique. C'est tout simplement un moyen d'évacuer l'eau. Voici comment fonctionne une gargouille. Les eaux pluviales collectées dans les chéneaux s'écoulent par la gueule de la créature, provoquant un gargouillement sonore. Vous l'aurez deviné, c'est à ce bruit que les gargouilles doivent leur nom. Pour restaurer la cathédrale Notre-Dame, l'église de Mantes-la-Jolie est un modèle idéal. Et Aline Noiry, une consultante hors pair. Un lien tout particulier l'unit à Notre-Dame. Elle a consacré sa thèse à la cathédrale. La cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est waouh, c'est quelque chose. Comme beaucoup, c'est un édifice que je trouve absolument très beau. Et de le voir détruit, en tout cas dans sa charpente et sa flèche, effectivement, ça fait presque comme si j'avais perdu une personne. Les combles de Notre-Dame de Mantes-la-Jolie pourraient nous aider à rendre à sa grande sœur parisienne sa gloire passée. La charpente est presque identique à celle qui a disparu dans l'incendie et sa construction est antérieure à l'an 1200. Nous disposons ainsi, non loin de Paris, d'une référence architecturale susceptible de permettre une restauration totale de Notre-Dame. Mais avant, il faudra que notre projet séduise une foule de Parisiens passionnés. Sans compter que les politiques veulent que le chantier soit achevé au plus vite. Il leur tarde de rouvrir l'attraction touristique numéro 1 de la capitale.
Ma plus grande appréhension, c'est que certaines parties de la cathédrale viennent à être rebâties en dépit des principes qui régissaient la construction médiévale. Des pressions considérables vont s'exercer pour que le projet soit réalisé en un temps record et avec un budget le plus bas possible, si bien que les structures refaites risquent d'être constituées de matériaux qui ne dureront pas un millénaire. Serons-nous à la hauteur d'un tel chantier? Connaîtrons-nous le même désenchantement que l'illustre paria de la cathédrale? À moins que nous ne devions nous contenter d'un quasi-succès, si c'était à refaire. Comment s'y prendre pour redonner à Notre-Dame sa grandeur perdue? Compte tenu de l'ampleur des dégâts causés par le feu, est-ce seulement possible? L'incendie a détruit la majeure partie de la toiture et avec elle, la flèche qui la coiffait. Le fait que nous ayons perdu à la fois la charpente médiévale de la cathédrale et sa flèche datant du XIXe siècle est bien évidemment une tragédie pour tous ceux qui sont attachés à l'histoire de l'architecture et au patrimoine. Ces secrets de construction seraient-ils irrémédiablement partis en fumée? En savons-nous assez sur Notre-Dame pour la restaurer à l'identique telle qu'elle était avant l'incendie? Il se trouve qu'une équipe de chercheurs américains a consacré 4 années à numériser l'intégralité de la cathédrale. Autant dire que pour ce projet, ces fondus d'architecture gothique nous seront d'une grande aide. On a fait des prises de vue fixes avec un appareil photo haute définition de taille moyenne, ainsi que des panoramiques. On peut voir d'un seul coup d'œil l'ensemble de l'édifice et comprendre au mieux la relation qu'entretiennent telle croisée d'ogives et tel arc-boutant. Notre-Dame a été scannée par Andrew Tallon, un historien de l'art américain. Andrew Tallon a étudié le moindre centimètre carré de la cathédrale et, plus important encore, il a effectué des relevés par imagerie laser de tout le monument, y compris d'une partie de la charpente qui a ainsi pu être numérisée en 3 dimensions. On doit à Andrew la plus extraordinaire numérisation complète de Notre-Dame de Paris jamais réalisée. Quant à dire si cette numérisation pourrait être exploitée pour la restauration de la cathédrale, c'est une possibilité. Tallon est mort avant la survenue de l'incendie, sans savoir l'importance qu'allait prendre son travail. Il a produit des représentations de la cathédrale dont le niveau de détail n'avait jamais été atteint par qui que ce soit. Son bagage universitaire à la fois dans le domaine de la géométrie et dans celui de l'histoire de Notre-Dame pourrait nous aider à mieux nous documenter sur la flèche et la charpente, dans l'hypothèse où elle serait reconstruite à l'identique. Andrew Tallon était un historien de l'architecture de tout premier ordre. Il nous a transmis sa connaissance exacte des plus microscopiques recoins de cette gigantesque cathédrale. La courbure des croisées d'ogives n'aurait pas pu être mesurée à la main, tandis qu'il a suffi au laser d'en parcourir la surface intérieure pour en restituer une modélisation, ce qui aurait été impossible par un procédé mécanique. Le laser a de la même manière permis de modéliser la charpente et d'en donner des mesures plus complètes et plus exactes que celles relevées sur les croquis existants. Cette fois-ci, allons-y. Lançons le chantier armé de nos relevés par imagerie laser et de l'expertise des plus grands architectes du patrimoine au monde. Pas si vite. Le concours lancé par Emmanuel Macron a poussé des architectes du monde entier à imaginer une nouvelle flèche tournée vers l'avenir de la capitale et non vers son passé. Un effort international de grande envergure est à l'œuvre. Les équipes qui s'y investissent tâchent de comprendre l'état actuel de l'édifice et de proposer des solutions alternatives pour remplacer la charpente en bois détruite dans l'incendie. Le projet va-t-il déclencher une nouvelle prise de la Bastille ? J'ai la sensation que parmi les architectes, ou soi-disant architectes qui ont envoyé leurs propositions pour la nouvelle charpente et pour la nouvelle flèche, nombreux sont ceux qui n'ont pas hésité à instrumentaliser cette catastrophe. Ces gens-là n'ont vu dans l'incendie de Notre-Dame qu'une occasion de se mettre dans la lumière et de faire parler d'eux. Et cet opportunisme m'inspire le plus profond mépris. Les impôts des Français ont vocation à financer la préservation de ce monument, qui a par ailleurs une dimension émotionnelle et même une dimension théologique. Notre culture est faite d'évolutions permanentes, et l'une des raisons qui fait de Notre-Dame un trésor du patrimoine français est précisément qu'elle a été témoin d'une multitude de bouleversements historiques majeurs, des changements survenus non seulement dans ce pays, mais aussi dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde.
Il y a 170 ans, de nombreux Français n'étaient pas convaincus par l'ajout de la flèche surmontant sa toiture, conçue par Eugène Viollet-le-Duc. La flèche imaginée par Viollet-le-Duc dans les années 1850 a choqué l'opinion. Elle comportait des éléments de style gothique, mais la légèreté de sa structure était en rupture avec le reste du toit, auquel il a du reste ajouté de nouvelles sculptures. À l'heure actuelle, l'aspect que devrait avoir la future flèche est aussi l'objet d'un intense débat. Les Parisiens sont très pointilleux. En 1889, ils avaient même dénigré en masse la toute nouvelle Tour Eiffel. Quand elle a été érigée pour l'exposition universelle, tous les artistes, qu'ils soient écrivains, peintres, compositeurs, tous ont signé une pétition demandant à ce qu'elle soit démontée. Plus récemment, la pyramide de verre bâtie dans la cour Napoléon du Louvre a été qualifiée d'atrocité. 99% des Français et 99% des Parisiens étaient d'accord pour dire que le Louvre devrait rester tel qu'il avait toujours été et qu'il était hors de question d'y toucher. Mais si on s'avisait de retourner voir les gens les plus farouchement opposés à l'époque à la construction de cette pyramide et qu'on leur demandait s'ils auraient envie aujourd'hui qu'on la retire du Louvre, on pourrait s'attendre à ce qu'ils répondent par un non catégorique. Nom d'une cathédrale. Sommes-nous condamnés à errer dans un purgatoire architectural entre la pieuse restauration d'un lieu sacré et les manœuvres impies du monde politique? Ce concours pour rebâtir Notre-Dame a été lancé au seul bénéfice des hommes et des femmes politiques au pouvoir en France. Et cela ne fera que servir les intérêts d'un architecte soucieux d'accroître sa notoriété. Les touristes venus admirer un tel joyau de l'architecture mondiale ne s'attendent pas à voir des structures faites de matériaux du XXIe siècle, tels que le plastique, le béton ou l'acier. Ils s'attendent à une certaine authenticité, à la fois dans les matériaux et dans les techniques utilisées. Mener à bien un projet d'une telle envergure sera tout sauf une partie de plaisir. La bataille qui promet de faire rage autour du chantier s'annonce homérique entre ambition politicienne, ego artistique et conviction religieuse. Et si c'était à refaire? Nous tentons d'imaginer comment bâtir ou rebâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris, trésor de la capitale française ravagée une nuit durant par les flammes et privée depuis de sa légendaire toiture gothique. Oh non! Et de sa flèche du 19e siècle, elle aussi détruite. Nous hésitons entre deux approches. Vaut-il mieux restaurer ou réinventer ce monument? Mes chers compatriotes, le sujet est pour le moins épineux depuis que le président de la République Emmanuel Macron a appelé à sa reconstruction et que le Premier ministre Édouard Philippe a suggéré un concours international pour remplacer la flèche. Concevoir une nouvelle flèche pour Notre-Dame est une idée élitiste et masculine, pour ne pas dire phallique. En voilà au moins un qui désapprouve ce concours. Des sondages ont été réalisés auprès des Parisiens pour savoir comment ils voulaient que le projet soit mené et la majorité souhaite que la cathédrale soit rebâtie à l'identique. Allons, remettre Notre-Dame au goût du jour ne serait peut-être pas un mal. Elle pourrait être décriée dans un premier temps, mais faire l'unanimité ensuite, à l'instar de la Tour Eiffel. D'autant que créer une charpente moderne sur cette structure médiévale serait moins chronophage que de recourir aux techniques et aux matériaux traditionnels. Pour reconstruire Notre-Dame telle qu'elle était avant l'incendie, il faudrait du bois de chêne vieux de plusieurs siècles, ayant été séché pendant des années, avant d'être assemblé selon des méthodes traditionnelles. Un tel chantier prendrait au bas mot 20 ans à être mené à bien. Passons donc en revue quelques-uns des projets présentés. Nous n'avons rien à perdre, si ce n'est la raison. Mais espérons que nous n'en viendrons pas là. Commençons par le projet du couple Fuksas. Deux dynamiques représentants de l'architecture italienne. Connus pour la fluidité et la luminosité des aéroports, centres commerciaux et parcs d'exposition dont ils sont à l'origine, ils ont pour ambition de pousser la légèreté de l'architecture gothique un cran plus loin. Le gothique, c'est le moment où est apparue en architecture une certaine légèreté. Une finesse. Une finesse nouvelle, associée naturellement à ces vitraux décorés de scènes polychromes. Quand on pense gothique, il nous vient aussitôt en tête l'idée de transparence, même si cette transparence est colorée. Et cette transparence renvoie à la fragilité de nos vies et du monde qui est le nôtre. Espérons que les architectes qui prennent part au concours n'ont pas l'ego trop fragile, parce qu'il semblerait que tout le monde ait son mot à dire sur le sujet. Une chose est sûre, ils ont eu le courage d'envisager une approche contemporaine. Je n'aime pas ce projet.
Mais pas du tout. Aucun ne me plaît. Alors, non. Oh non, 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 non. Peut-être, mais non. Mathieu Le Hanner est un designer français. Ses meubles aux lignes audacieuses s'inspirent de formes élémentaires présentes dans la nature. Le désastre de Notre-Dame l'a profondément affecté. Notre-Dame est morte dans cet incendie. Un moment de recueillement s'impose. Il faut du temps avant d'accepter ce qui s'est passé, avant que l'émotion retombe. Une semaine après la catastrophe, il a l'idée de créer un monumental brasier sculptural constitué de fibres de verre et de feuilles d'or. Une semaine jour pour jour après l'incendie, j'ai posté une image sur les réseaux sociaux, dans le fil d'actualité que j'utilise habituellement pour recevoir et envoyer des contenus. Ce n'était pas qu'une démarche provocatrice de ma part. Je ne voulais pas nécessairement, en partageant cette image, que ce projet voie le jour. Mon intention était plutôt de participer à ma manière au débat sur le devenir de la cathédrale. Je considère qu'il ne faut pas essayer de faire l'impasse sur ce qui est arrivé à Notre-Dame. On peut comparer cette catastrophe à d'autres traumatismes collectifs, comme celui causé par une guerre, par exemple. Au retour de la paix, tout le monde va s'accorder à dire qu'on ne veut plus de guerre. Ce n'est pas pour autant qu'on effacera cette guerre en tant que fait historique. Si on se propose de refaire Notre-Dame, il faut la rebâtir selon des critères architecturaux qui soient en phase avec le goût du jour. J'ai beaucoup de mal à croire que quelqu'un ait sérieusement soumis un tel projet pour la cathédrale. De mon point de vue, c'est une idée abominable. Il est sans doute préférable de mettre ce projet de côté tant que les Parisiens ne seront pas dans un meilleur état d'esprit. Mais il doit bien y avoir moyen d'emporter leur adhésion. Reprenons tout à zéro. Une trentaine de mètres de haut. L'architecte paysagiste Clément Villemain a fait partie des témoins directs de l'incendie. Je n'avais jamais rien vécu de réel qui se rapproche à ce point d'une vision d'apocalypse. On voyait cet épais panache de fumée jaunâtre monter dans le ciel. C'était terrifiant. Les flammes s'élevaient de l'intérieur même de la cathédrale. C'était un spectacle qui avait tout de l'enfer. Une espèce d'intuition m'est venue en tête pour la reconstruction de Notre-Dame. J'ai eu l'idée de surmonter le toit d'un jardin. J'ai trouvé que ce serait une façon élégante de donner une note de consolation au projet, d'apaiser le traumatisme. La charge exercée par la charpente de la cathédrale reposait intégralement sur ses murs. Notre proposition, ce serait que la future structure ait pour seul objet de protéger les croisées d'ogives de la nef. Pour se donner une idée de l'échelle, voici la taille d'une personne. Notre projet pour la cathédrale prévoit une nouvelle charpente qui ressemblerait plus ou moins à ceci. Au milieu, il y aurait une promenade et de part et d'autre de la végétation. Ce serait une expérience spectaculaire de déambuler le long de cette plateforme bordée de chaque côté de fleurs et de plantes diverses. Pour les visiteurs, ce serait aussi une manière de se sentir en contact direct avec le paysage où ils évoluent. Et le remplacement de la flèche verticale par un espace horizontal a une signification supplémentaire. La flèche était un symbole de puissance, le symbole d'une virilité qui s'est effondrée. À travers ce passage à l'horizontalité, les tenants de la psychanalyse urbaine nous diraient qu'on a vécu un traumatisme qui s'apparente à une castration. Une castration? Comment rebondir là-dessus? On remplace la flèche par un jardin, par une structure horizontale, en osmose avec la nature et dépourvue de tout symbole, de toute verticalité. Ce faisant, on accepte de renoncer à notre désir de puissance. La nouvelle cathédrale pourrait-elle incarner une approche moins machiste de l'architecture? Pensez-y un instant, messieurs. Notre-Dame, c'est quand même assez paternaliste. Le concours lancé pour concevoir une nouvelle flèche a déchaîné l'imagination du monde entier. Mais le moment n'est pas venu de désigner le projet gagnant. Notre mission consiste à trouver comment redonner à Notre-Dame l'aspect qui était le sien avant l'incendie, tout en lui donnant un sérieux coup de jeune pour affronter les siècles à venir. Facile, n'est-ce pas? Mais mieux vaut choisir au plus vite l'approche à suivre, car une autre catastrophe guette la cathédrale. À l'aide de modélisation en 3D réalisée avant l'incendie, des ingénieurs des structures ont calculé que l'intégrité structurelle de Notre-Dame avait diminué au moins de moitié. Une partie de la voûte s'est effondrée, ce qui a des conséquences catastrophiques pour la cathédrale.
Si rien n'est entrepris prochainement, la plus belle des églises parisiennes risque le pire. Les résultats de ce nouveau calcul nous ont montré que la cathédrale, la résistance au vent de la cathédrale a été affaiblie d'environ 60% par rapport à la situation précédente à l'incendie. Exposée comme elle est en bord de Seine, Notre-Dame serait frappée de plein fouet en cas de tempête. Quel que soit le projet adopté, il faut consolider la cathédrale avant qu'un vent mauvais ne la balaie comme un vulgaire château de cartes. Quand on entreprend une reconstruction de ce type, le chantier connaît plusieurs phases. La première phase consiste à agir en urgence pour limiter les dégâts. Cela signifie qu'il faut avant tout consolider la structure du bâtiment, que ce soit au moyen d'étaiement ou au moyen de coffrage, afin que l'ensemble de l'édifice soit stable. Il faut aussi protéger le monument de la pluie et des infiltrations en le recouvrant de bâches. Mais ce n'est réalisable que si l'on peut atteindre les endroits où elles doivent être disposées. Toutes ces dispositions préliminaires entrent dans le cadre de l'intervention d'urgence. Sur l'île de la Cité, les équipes déployées à Notre-Dame partent au plus pressé pour éviter un nouveau désastre, tandis qu'on réfléchit à la suite à donner au chantier. Emmanuel Macron souhaite que la cathédrale rouvre ses portes dans 5 ans seulement. D'ici 5 années. Il faudra sans doute 5 ans pour retenir un projet, avant même de le mettre en œuvre. Les réparations de Notre-Dame seront-elles plus longues que sa construction? La réalisation d'une cathédrale s'étalait souvent sur plus d'un siècle. Bon, on devrait faire mieux. Ce qui était extraordinaire quand on construisait une cathédrale, c'est qu'au moment de commencer les fondations, les murs et les contreforts, on ne savait pas quelle allure aurait la partie supérieure, parce qu'elle serait peut-être réalisée qu'un siècle plus tard par d'éventuels descendants des bâtisseurs initiaux. Il n'y a pas de méthode simple et rapide pour reconstruire après une catastrophe. Et pour l'instant, les questions sont plus nombreuses que les réponses. Notre-Dame sera refaite sur le lieu sacré qu'elle a toujours occupé. Mais nous ne savons pas quelle direction prendra le projet. Allons-nous restaurer ou réinventer? Quels matériaux allons-nous utiliser? Quelle main-d'œuvre va réaliser les travaux? Combien de temps cela prendra-t-il et à combien va s'élever le coût total du projet? Un seul épisode suffira-t-il face à tant d'inconnus? Cet architecte des monuments historiques juge préférable de prendre une bonne inspiration. Il existe à l'heure actuelle des outils technologiques permettant d'analyser l'odeur d'un lieu précis, après quoi il est possible de la reproduire. On pourrait se servir de cette technologie de pointe pour faire l'inventaire des molécules actuellement en suspension dans la cathédrale et ensuite les synthétiser en laboratoire pour recréer l'odeur propre au lieu. Tant d'odeurs se sont succédées dans Notre-Dame. Prenez par exemple le parfum de l'encens brûlé pendant la célébration d'une messe du XVIIe siècle. Ou pourquoi pas les effluves de bois calciné qui s'y dégagent à l'heure actuelle. Sentir toutes ces odeurs en un seul lieu, ce serait d'une certaine manière voyager dans le temps. Nous sommes encore sous le choc de la tragédie du 15 avril 2019, mais le monde a besoin d'espoir. Nous tenons à ce que cette cathédrale si importante soit restaurée et perdure pour les générations à venir. C'est encore très difficile d'accepter le fait que ce monument ait été détruit, qu'il ait été irrémédiablement altéré. La question qui se pose, c'est que faire maintenant? Comment concevoir une structure dont l'aura serait à même de rivaliser avec les aspirations des bâtisseurs de cette cathédrale, tout en s'attachant à explorer de nouveaux possibles en termes d'organisation de l'espace et d'utilisation de la lumière, sans oublier qu'il faudra conserver le lien qui relie Notre-Dame au divin. La finalité ultime de toutes les églises et de toutes les cathédrales a toujours été d'inspirer à leurs visiteurs le sentiment que Dieu lui-même a présidé à leur conception et à leur réalisation. Elle se présente à nous comme des édifices trop imposants et trop formidables pour avoir pu être l'œuvre de simples mortels. Le temps presse et le monde a les yeux rivés sur Notre-Dame. Une nouvelle merveille architecturale va-t-elle s'élever tel un phénix sur les ruines calcinées de la belle parisienne? Ou saurons-nous refaire à l'identique le joyau gothique disparu dans l'incendie? Vous saurez quelle voie nous avons décidé de prendre en regardant le prochain épisode de « Si c'était à refaire ».